Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, vous pouvez peut-être constater que j'ai chaud, c'est tout simplement parce que je viens de faire mon petit jardinage, profitant encore du printemps où les températures ici en Caroline du Nord sont encore acceptables. Petite vidéo pour revenir sur cette polémique qui est en train de gonfler concernant le pass vaccinal, ce que l'Union européenne a très subtilement appelé le pass vert. J'ai envie de dire que c'est finalement très symbolique d'une guerre qui existe depuis maintenant quelques années entre l'Empire américain et l'Empire européen. Quand je parle d'empire européen, je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'élite. L'élite mondialiste européenne contre l'élite mondialiste, mais aussi conservatrice américaine. Ici aux États-Unis, la politique est très claire, il n'est pas question de mettre en place un pass vaccinal. En revanche, on s'est arrangé avec les politiques de passe européennes que les Américains, quand le moment sera venu, pourront aller visiter l'Union européenne, bénéficier de la libre circulation selon l'espace Schengen, et c'est tout. Parce que pour le reste, eh bien, en dehors du fait que Washington, en effet, va accorder le fait que pour les Américains qui vont se déplacer dans les pays étrangers, il faudra évidemment prouver soit d'être vacciné ou soit d'être négatif par un test PCR récent, le fait est, c'est qu'aux États-Unis, la question du pass divise. C'est-à-dire que sur les 50 États, majoritairement, beaucoup d'États sont contre. On a encore d'ailleurs le CDS, ainsi que l'OMC, qui a renouvelé ses recommandations de ne pas mettre en place ce principe de passe vaccinal. Alors, si l'OMS, Organisation succursale de la santé de l'ONU, si le CDC américain, si même des États, et même l'État fédéral, pour l'instant il est hors de question de mettre en place ou même d'imaginer un pass vaccinal aux États-Unis, on va juste se contenter d'appliquer localement, par responsabilité d'État, des normes sanitaires sur les grands événements, distanciation, masque, gel hydroalcoolique, etc. et éventuellement l'obligation d'un test PCR pour des déplacements ou sur des visites ou des lieux spécifiques, mais voilà, ça sera aujourd'hui aux États-Unis, et bien les États-Unis correspondent bien à leur dogme de liberté, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux Américains de se responsabiliser, c'est-à-dire que tout simplement on va jouer la carte de l'immunité collective, c'est-à-dire tant pis si des gens meurent du Covid contaminés par d'autres personnes ou des non-vaccinés, etc. Encore, bien évidemment, on est toujours dans la phase de test pour savoir si finalement les gens qui sont vaccinés, est-ce qu'ils vont avoir le virus ? Est-ce qu'ils vont être protégés contre ce virus, ou tout du moins sur la forme virulente des virus, ou même des variants, mais par contre, est-ce qu'ils sont, ou pourraient éventuellement être contaminants? Alors là, dans ce cas-là, évidemment, la notion même de personnes vaccinées n'aurait plus lieu d'être, de donner la légitimité au pass, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas entendre parler d'un pass, parce que tant que les États-Unis n'ont pas la preuve, n'ont pas au moins les garanties de 90% de réussite et d'efficacité des vaccins, eh ben, ils prennent pas de risque. Vous savez, aux États-Unis, ils sont très à cheval sur tout ce qui est réglementation, etc., prise de risque. La tolérance zéro, je dirais à la limite, c'est le 11e commandement aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre de risque sur un point de vue démocratique, sur un point de vue des droits de l'homme, sur un point de vue même de la Constitution, de mettre en place du pass, ce qui évidemment générera forcément une considération de statuts différents, c'est-à-dire qu'il y aura les statuts des vaccinés et des non-vaccinés, ce qui est complètement anticonstitutionnel. Et j'ai envie de dire, même en France, là aujourd'hui on vient d'apprendre que l'Assemblée nationale a voté finalement le pass vaccinal pour les événements de plus de 1000 personnes. Mais le texte est toujours en lecture à l'Assemblée nationale. Moi j'ai envie de dire, là les représentants, la représentation nationale, qui est la représentation du peuple, c'est-à-dire que c'est la démocratie par représentation nationale, viennent de trahir tout simplement le peuple. C'est-à-dire qu'ils viennent de légitimer, de donner des statuts différents, suivant si les gens sont vaccinés ou pas vaccinés. Et encore une fois plus, avec encore aujourd'hui l'incertitude que les vaccins soient véritablement efficaces, qu'ils protègent de façon efficace. Le problème, c'est qu'ils le sont.
Mais ils le sont, je dirais, pour des personnes qui n'ont pas de problème ou qui ne sont pas des personnes fragiles, entre guillemets. Sauf qu'aujourd'hui, on a des statistiques qui commencent à remonter, comme quoi des personnes qui étaient en bonne santé, des personnes de moins de 50 ans, moins de 40 ans, etc., eh bien finalement tombent malades. Choquent le Covid et tombent malades à cause des vaccins. Alors encore une fois de plus, c'est des cas très infimes. Je crois me souvenir avoir vu passer le chiffre qu'actuellement on est à 3600 morts possiblement liés à la vaccination. Je dis bien possiblement, parce qu'évidemment l'intérêt ça va être d'éviter de faire des démonstrations et des preuves que finalement il y a bien eu des morts qui ont été causées par ce vaccin. Mais encore une fois de plus, c'est des morts parce qu'il y avait des conditions pathologiques qui faisaient qu'ils, de toute façon, ils étaient condamnés avec ce type de vaccin. Sauf ce cas, évidemment, on ne veut pas l'admettre, c'est hors de question de le dire. Donc, quand je dis au début de cette vidéo que c'est la guerre entre les mondialistes européens et les mondialistes américains, si tant est que mondialiste américain soit véritablement une définition, parce que les mondialistes américains sont plus là en tant qu'agent d'instrumentalisation des États-Unis dans sa force économique, dans sa force militaire, dans sa force de persuasion, de par son hégémonie installée un peu partout dans le monde. Comme je l'avais dit dans une vidéo, le jour où les États-Unis ne seront plus utiles, c'est-à-dire que là, l'Europe aura réussi à être dominée par les mondialistes et évidemment, le problème de la Russie et de la Chine est réglé, et bien dans ce cas-là, je peux vous dire que les États-Unis vont passer à la chasse, c'est-à-dire qu'ils vont passer à la trappe. Pour l'instant, les mondialistes ont besoin des États-Unis. Ont besoin des États-Unis parce que c'est le seul pays qui a encore des ambitions pour réussir à être un contrepoids contre les opposants, contre les dissidents, contre ceux qui veulent s'opposer au modèle unipolaire que veulent instaurer les mondialistes. Mais en ce qui concerne l'Europe, force est de constater que là, hormis évidemment les conflits d'intérêts, hormis les divergences, et plus particulièrement allemandes, j'ai envie de dire que là, oui, ils sont en train de progresser, tout simplement. Ils sont en train de progresser petit à petit dans les institutions, ils sont en train de s'infiltrer, ils sont en train de véroler, ils sont en train de viruser les institutions et les systèmes. Je pense que de toute façon, Macron et son gouvernement, et ses gouvernements, j'ai envie de dire, sont la démonstration de la destruction de ce que je répète incessamment, la destruction des États-nations. Voilà, je veux dire, si aujourd'hui même une représentation nationale, et on attend de voir le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va dire? Est-ce que le Conseil constitutionnel va se planquer derrière l'urgence sanitaire pour autoriser la France à nommer tout simplement deux types de citoyens, c'est-à-dire des citoyens vaccinés et des citoyens non vaccinés, qui auront le droit ou pas le droit d'aller à tel ou tel endroit, de participer à telle ou telle chose, ou même d'avoir le bénéfice ou la jouissance de certaines libertés. Attention, qu'on soit bien clair, parce que à partir du moment où le pass est mis en place, dans les mois à venir, et peut-être même jusqu'en 2022, ils pourront très bien adapter ou incrémenter des règles, des nouvelles règles de confinement. Alors, comme je vous l'ai dit, on est d'ailleurs plusieurs nombreux sur Internet de lui dire que le mois de septembre, il y aura certainement un reconfinement, mais ce sera un reconfinement sélectif. Ça veut dire quoi, reconfinement sélectif? Ça veut dire que seules les personnes qui ne seront pas vaccinées n'auront pas le droit de sortir de chez eux. Seules les personnes qui ne sont pas vaccinées devront se soumettre au couvre-feu. Mais c'est pour ça qu'ils ont impérativement besoin que les vaccins soient validés en tant qu'outil efficace. Sauf que le problème, c'est que là, ça va à l'encontre de l'intérêt des laboratoires. Parce que si on décrète que les vaccins sont efficaces, ça veut dire que ça y est, vous êtes vacciné, c'est bon, vous êtes protégé. Or, les labos, c'est pas ce qu'ils veulent. Les labos, c'est qu'ils veulent vacciner un maximum de gens, et qu'une fois qu'un maximum de gens seront vaccinés et qu'on fera un état des lieux en se disant oui, mais même avec le vaccin, le Covid, il est toujours là. Il y a même des variants qui apparemment n'ont pas l'air d'être très empêchés par les vaccins pour contaminer et rendre malades des gens. Légitimer d'autres doses. Pfizer, par exemple, est en train d'essayer de faire du méga lobbying pour inciter les instances de santé internationales à admettre la vaccination en type rappel, un rappel annuel. Sauf qu'évidemment, si on réussit, si l'OMS
décrète de faire un rappel annuel du vaccin anti-Covid, il est évident qu'on ne va pas laisser tous les laboratoires continuer à effectuer leur business sur le marché. On va s'accorder à savoir quels vont être les 2 ou 3 labos sur lesquels on va pouvoir compter. C'est pour cette raison que la compétition aujourd'hui est à celui qui va pouvoir vacciner le maximum de gens. Et à l'heure actuelle, force est de constater que c'est le Pfizer britannique qui est en tête. Raison pour laquelle le CDC américain vient de confirmer, alors je ne sais plus le terme exact, mais a donné une sorte d'autorisation de libre marché, je dirais, au Moderna américain, pour que le Moderna puisse mieux se promouvoir, mieux se vendre dans la campagne de vaccination américaine. Et je pense que d'ailleurs, même en Europe, il y a actuellement beaucoup de pression. La preuve, c'est que nous avons notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran, qui s'est fait sa 2e petite dose avec un Moderna. Bon, contrairement à d'autres qui ont été vaccinés avec le AstraZeneca. Sachant que le AstraZeneca, aujourd'hui, il est dans les choux. Le Johnson & Johnson semble bien parti aussi pour être dans les choux. Je ne veux pas faire de polémique sur la qualité de chacun de ces vaccins. Chacun d'entre eux ont leur qualité, chacun ont leurs défauts, certains peut-être plus que d'autres. En effet, l'AstraZeneca a été sujet à beaucoup de critiques sur des risques de thrombose, etc. Sauf que, vous savez, ce petit jeu-là, dites-vous bien qu'il y a forcément un business derrière. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts, de business, d'influence, de lobbying. Parce que, en matière de santé publique, quand vous regardez finalement les morts, quand vous regardez les complications, le nombre par rapport au nombre de vaccinés, on reste sur des taux en dessous de 1%. Bon, en revanche, c'est sûr, si vous prenez tous les vaccins et vous faites le total de toutes les problématiques, etc., là, en effet, ça peut commencer à poser problème en matière d'éthique et en matière de moralité sanitaire. Mais aujourd'hui, je vous le rappelle, nous sommes dans une urgence pandémique. Donc à partir du moment où il y a urgence pandémique, eh bien on peut passer outre les règles morales et sanitaires pour se donner les moyens, se donner les outils pour lutter et vivre enfin l'avenir avec le Covid. Puisque je rappelle, il y a beaucoup de gens qui disent oui, on va réussir à faire disparaître le Covid, etc. Quand ça sera disparu, quand on aura gagné, etc. On pourra revenir à la vie normale. Dites-vous bien que ces gens-là, ne les écoutez plus, parce que c'est des charlatans. C'est des langages de politiciens, d'arracheurs de dents. Le monde ne sera pas comme avant, il sera différent. C'est un peu, si vous voulez, exactement le même problème qu'il y a avec le réchauffement climatique et toute la dogmatique et tous les endoctrinements qu'il y a actuellement autour. C'est qu'au lieu de se préparer, au lieu de changer nos modèles de société, nos modèles de vie pour nous adapter au réchauffement climatique, certes, ça n'empêche en rien de lutter contre les émissions d'effet de serre, les émissions de CO2, etc. Mais dans ce cas-là, il faut une volonté, il faut une ambition internationale. Or, elle n'existe pas, puisque de toute façon, chacun veut défendre son bout de gras, plus les lobbying qui sont derrière, plus les méga multinationales qui détiennent des parts de PIB, à la fois sur les marchés que sur un certain nombre de pays. Donc, c'est pour ça que je dis en règle générale, c'est vous qui allez payer la facture. C'est-à-dire que tous les écologistes, toutes les politiques écologiques, de toute façon, ont un but commun, c'est de vous faire payer à vous la pollution des autres. Et de vous faire culpabiliser que si vous ne voulez pas payer pour les autres, eh bien vous êtes des ennemis de la liberté, vous êtes des ennemis de l'économie, de la patrie, parce que vous voulez empêcher les industriels de continuer leur business, de continuer à polluer et de continuer à faire vivre la société de consommation. Le système capitaliste ultralibéral, ce système ultralibéral d'ailleurs qui de toute façon aujourd'hui est en train de tuer l'Amérique à petit feu depuis de nombreuses années, et ça continue de toute façon. Donc à partir de là, on comprend la censure aussi, tout est lié, je veux dire, la censure médiatique, des mainstream, ce qu'on a le droit de dire, pas de dire, etc. Pour la petite anecdote, juste une petite parenthèse concernant la manifestation du 1er mai et la fameuse agression de la CGT, il y en a certains qui ont été criés, que c'était des gens de l'extrême droite, etc. Et on vient d'avoir une information, une revendication, un communiqué officiel d'un mouvement antifasciste lyonnais qui a revendiqué
revendiqué donc l'attaque de ces cégétistes et qui explique la raison pour laquelle ils se sont fait attaquer. C'est-à-dire qu'en réalité, ils avaient un cortège qui était devant la CGT. Or, il se trouve qu'un membre de la CGT est allé voir le responsable du cordon de ce mouvement et leur dit s'il pouvait accélérer le pas parce que derrière, la CGT n'arrivait pas à avancer. Donc, très gentiment, très courtoisement, ce groupe a progressé, a accéléré, sauf qu'à un moment, ils se sont rendus compte que la CGT n'avançait pas plus vite, et qu'au contraire, il y avait une distance qui se faisait de plus en plus entre le groupe de la CGT et le groupe des antifascistes. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a de leur histoire, hein, de leur version, j'en entends bien, il se trouve qu'un des membres de ce groupe a entendu dans un talkie du service d'ordre que la police allait bientôt intervenir pour faire des interpellations dans le groupe antifasciste. C'est-à-dire qu'en réalité, la CGT était en collusion avec les flics pour faire une opération d'interpellation sur le groupe antifasciste. Il n'en fallait pas mieux pour motiver les antifascistes de considérer que le groupe de cégétistes qui était derrière était des traîtres, étaient des vendus au système. Donc c'est pour ça qu'ils se sont fait un petit peu lyncher. Encore lyncher, j'utilise un terme vraiment excessif. Et la réaction sur les médias sociaux de la CGT, c'était de dire ah ben c'est l'extrême droite. Alors qu'en réalité non, c'est de l'extrême gauche qui les a attaqués. Donc encore une fois, ça prouve bien un petit peu la panique finalement de ces organismes, tout d'ailleurs comme la France Insoumise qui vient de nous faire encore une grosse bourde en fêtant l'anniversaire de Marx, je crois aujourd'hui. Alors Mélenchon et puis Obono ont tweeté aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marx, de l'anticapitalisme, etc. Sauf qu'ils oublient de dire aussi que Marx était un anticlérical, c'était aussi celui dont on attribue d'ailleurs cette expression qui dit que la religion est l'opium du peuple. Je veux dire, l'opium du peuple, ça veut tout dire. Alors quand on fête l'anniversaire d'un monsieur qui est un anticlérical et un anti-religieux très assumé, alors que derrière on fait du clientélisme avec les musulmans français, j'ai envie de dire que là il y a franchement, il n'y a pas de honte finalement, il n'y a pas de honte à franchement prendre les gens pour des imbéciles. Donc tout ça pour revenir sur ce fameux pass, pour revenir à ce que je vous disais donc au début de la vidéo, c'est la guerre. C'est la guerre entre les mondialistes européens qui veulent affirmer et confirmer leur prise de pouvoir sur les pays européens par le biais de l'Union européenne contre le progressisme américain hégémonique ultralibéral qui est l'instrument des mondialistes mais dont les mondialistes ont du mal finalement à mettre en place leurs idéologies aux États-Unis, même si, encore une fois de plus, au niveau de l'État profond, il y a beaucoup de discorde, à savoir que, par exemple, il va falloir qu'aux États-Unis, ils résolvent un problème avant de commencer à passer les États-Unis à la moulinette de l'idéologie mondialiste par l'intermédiaire des woke, par l'intermédiaire des progressistes ultra, ce qu'on appelle néolibéraux, entre guillemets, c'est évidemment en face. Le camp d'en face, le camp des républicains, le camp des conservateurs, etc. Il va falloir qu'ils se débarrassent de ça, parce qu'ils ont encore une notoriété. Il y a encore un potentiel électoral du côté des conservateurs, et force est de constater que pour l'instant, on n'en est qu'au début du mandat de Joe Biden. On en reparlera dans 2 ans. Dans 2 ans, on commencera à voir un petit peu les conséquences de sa politique. Mais le force est de constater que Biden, avec son discours qu'il a fait récemment au Congrès d'ailleurs, dont il n'a pas manqué de dire que c'était historique, parce que c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis que le discours du Congrès était présidé par les 2 présidents des 2 chambres, qui sont des femmes. Donc c'est historique, puisque c'est Pelosi pour la Chambre des représentants et Kamala Harris pour le Sénat, puisque, je le rappelle, vice-présidente, mais vice-présidente, elle est de facto présidente du Sénat. Dans son discours, en effet, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes, très séduisantes. Le fait de vouloir développer une fiscalité pour les grandes entreprises, le fait d'essayer de réformer un certain nombre de dogmes de la société américaine. Le seul problème, c'est que, j'ai envie de dire, Joe Biden n'a rien inventé. Il y en a plein avant lui qui ont eu ce même discours, plus ou moins.
et qui se sont cassés le nez. Que c'est le nez pas seulement contre les conservateurs, mais cassé le nez contre son propre camp. Ce propre camp qui a tout intérêt à protéger ses intérêts ultralibéraux, capitalistes, mondialistes, entre guillemets. Et donc, de fait, conquérir l'Amérique, c'est séduire l'Amérique dans sa plus grande large majorité. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, les progressistes ont réussi à reprendre le pouvoir essentiellement par le vote des grandes mégapoles américaines, quasiment toutes progressistes. Mais le phénomène d'exode de ces grandes mégapoles, je le rappelle, pour la petite information, l'État de New York et l'État de Californie qui se dépeuplent. Alors attention, quand je dis se dépeuplent, c'est pas de masse, c'est quelques dizaines de milliers d'Américains, voire quelques centaines d'Américains qui chaque année quittent ces États. Sauf qu'à force de quitter ces États et de ne pas avoir une balance, c'est-à-dire entre ceux qui arrivent dans ces États et ceux qui partent, alors je crois me souvenir à peu de choses près que en Californie, ils estiment à peu près à 100 000 Américains qui quittent la Californie, et la Californie n'en gagnerait que à peu près 50 ou 60 000. Donc vous voyez, on est 40 000 de différence. C'est pas une légende, puisque on vient d'apprendre que la Californie, donc l'État de New York, viennent de perdre chacun un siège au Sénat, ou à la Chambre des représentants, je ne sais plus, enfin au Parlement. Et que c'est le Texas qui a récupéré ces 2 sièges, puisque le Texas, lui, voit sa population, voit sa démographie augmenter. Donc le phénomène d'exode des grands États phares des États-Unis, où sont d'ailleurs la plus grande part des grandes métropoles américaines, eh bien sont en train de se vider. Alors, vider par petites gouttes, hein, mais vous savez, c'est un peu comme les fuites. Hein. Une goutte ça va, 2 gouttes ça va, 10 gouttes ça va, 100 gouttes ça va, ça ne fait que goûter. Sauf que au bout d'un moment, c'est plus une goutte, c'est carrément un filet qui commence à arriver. Donc ça, c'est un phénomène aussi qui doit être pris en considération, parce que ça veut dire que, à terme, si les phénomènes d'exode continuent et s'accentuent dans les années à venir, alors là on parle d'une échelle sur 20 ou 30 ans, hein, eh bien il y a des chances que les progressistes finissent par perdre la capacité de pouvoir se maintenir en tant que pouvoir, en tant que parti important aux États-Unis. Même si, encore une fois de plus, les gens qui partent de ces États qui sont des gens progressistes resteront progressistes. Ils seront progressistes seulement sur les États où ils déménagent. Mais ça va changer les donnes au niveau des fameux grands électeurs. Forcément. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et donc, je reviens à ce que je disais sur le problème du pass sanitaire. C'est-à-dire que le pass sanitaire, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a véritablement une politique de dire « amen au pass sanitaire », pour dire, bah oui, mais ça sera la meilleure facilité de réouvrir les acteurs économiques à la fois internes, à la fois économiques, commerce, supermarché, spectacle, loisirs, mais aussi de permettre à l'été de pouvoir permettre aux gens de pouvoir voyager. Mais là encore, ça veut dire que l'Union européenne et la France s'accordent de dire que ce fameux traité Schengen sur la libre circulation des marchandises et des personnes, et bien là, ils y dérogent, parce qu'ils vont y déroger sur un certain nombre de gens. C'est-à-dire que même les gens qui vont avoir un PCR négatif, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, donc ils n'ont pas de passe. Mais alors, s'ils sont négatifs, ben, pourtant ils ont le même statut normalement que ceux qui sont vaccinés, qui sont censés être négatifs. Alors que malheureusement aujourd'hui, tout est prouvé que ceux qui sont vaccinés eh ben, peuvent choper le Covid. Alors, un Covid bénin, un Covid asymptomatique, mais est-ce qu'ils n'en sont pas moins contaminants? Eh oui, il est là le problème. Et ça, c'est ce qu'aux États-Unis, les responsables, je dirais les analystes pénaux, entre guillemets, constitutionnels, ils ne veulent pas s'emmerder avec ce sujet-là. Ce qui n'est pas le cas, apparemment, au niveau de l'Europe et au niveau de certains pays comme la France et l'Angleterre. Eux, ils décident. Sauf que, au lieu de décider, ils sont obligés de passer par la voie du Parlement. Et le Parlement, c'est qui? Ben, c'est vous. C'est vos représentants. Donc si dans 10 ans, on fait un procès en disant que le pass sanitaire a été un outil anticonstitutionnel grave pour la démocratie, vers qui on va se retourner? Contre l'État? Mais non, c'est pas l'État qui est responsable. C'est la représentation nationale qui a voté.
Vous voyez la subtilité? C'est-à-dire que c'est pas comme aux États-Unis où le président peut faire des décrets exécutifs sans passer par le Parlement. Là, dans ce cas-là, s'il fait un décret exécutif sur le pass, c'est en effet lui, le président américain, qui est responsable le jour où il y a une plainte. Or, en France, vous pouvez porter plainte, mais contre qui? Contre la représentation nationale. Oui, mais la représentation nationale, pensez bien que dans 10 ou 20 ans, ce ne sera plus les mêmes. Sans parler évidemment des statuts d'immunité. Ouais. Donc c'est pour ça que le problème aujourd'hui de la représentation nationale, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est que vous avez encore des députés, des sénateurs qui ont encore une certaine éthique. Sauf que le problème, on se rend compte qu'ils sont de moins en moins écoutés et qui deviennent de plus en plus minoritaires. C'est-à-dire que dans cette majorité qui vote, il y a de la collusion, il y a du conflit d'intérêts, certes, mais le conflit d'intérêts, il s'efface évidemment dans l'intérêt personnel, dans les ambitions personnelles. Je suis sûr que ce soit chez les En Marche ou chez les Républicains, je suis persuadé qu'il y a des députés qui ont voté oui, mais à contre-cœur, sous la pression. Pression financière, pression matérielle, pression de réputation. Surtout en plus de ça qu'aujourd'hui en France on alimente bien l'ambition politique. La preuve c'est qu'on voit bien avec les régionales, on cherche à faire de la sémantique pour avoir certaines alliances, etc. Mais c'est pas une alliance, c'est pas une vraie alliance, c'est juste une alliance qu'on veut, que c'est pour lutter contre le Front National, contre les extrêmes droites, etc. Oui, allez-y, prenez-nous pour des imbéciles aussi. À l'occasion, j'ai envie de dire, de toute façon, ces histoires de passe, et c'est là que je vais terminer sur cette vidéo, ça va avoir un effet boomerang. C'est que déjà aujourd'hui sur Internet, on a des gens qui font de la résistance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé d'inciter à tous les magasins, tous les commerces, tous les lieux, tous les centres de loisirs, tous les parcs d'attractions, etc., qui obligeront d'avoir soit le pass ou qui obligeront le fameux QR code. Eh bien, on n'ira plus dans ces endroits-là. On va boycotter ces endroits-là. Et force est de constater qu'avec la pandémie, il y a quand même l'e-commerce qui a explosé et que finalement, pour moindre coût, on a quasiment le même loisir. Alors en effet, après tout dépend aussi de quelle génération on parle. Regardez aux États-Unis, on vient de réouvrir Disneyland en Californie. Bon, et bien évidemment, les journaux télévisés ont fait des reportages, mais ils ont choisi les gens. Ils ont choisi les gens qui sont des véritables gosses, des véritables enfants, qui ne vivent que pour le parc Disney, qui ne vivent que culture Disney. Oui, ce sont des purs produits de la société de consommation, déculturés et complètement endoctrinés au plaisir, à la satisfaction de la jouissance sentimentale, émotionnelle. Retour en enfance. Alors qu'ils n'ont jamais quitté l'enfance finalement. Sauf qu'en France, c'est peut-être pas forcément le cas. La preuve en est, c'est que Euro Disney, on ne peut pas dire que c'est un gros succès. Parce que de toute évidence, aujourd'hui, il est clair qu'il va y avoir une grosse part de Français, et essentiellement des Français, je dirais de la classe moyenne, qui est à mon avis, classe moyenne aisée, qui est la majorité des Français, donc une majorité de potentiel de consommateurs. Il va y avoir un moment où ces gens-là vont quand même réfléchir. C'est pour ça qu'on prend souvent l'exemple aujourd'hui de cette guerre entre le cinéma traditionnel et le streaming, parce que c'est le très bel exemple de changement de dogme, de changement de comportement de consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se battent en disant oui, mais le cinéma, les salles de cinéma, ça restera toujours, il y aura toujours des gens pour aller au cinéma, il y a toujours des gens qui iront voir des films, parce que la salle de cinéma, c'est le spectacle, il y a une ambiance, etc. Sauf que, comme je vous l'ai dit, attention, le prix des places de cinéma, quand les salles de cinéma vont rouvrir le 19 mai, vous allez avoir une douche froide. Et je peux vous dire que quand vous avez des gens qui n'ont toujours pas retrouvé leur boulot, ou qui ont des salaires qui n'ont pas évolué depuis des années, etc., je veux dire, le problème de ce qu'on appelle, en termes techniques, le panier des ménages, si le panier des ménages où le porte-monnaie des ménages n'a pas augmenté, au contraire c'est un peu effondré,
Ben oui, mais si tous les acteurs économiques décident d'augmenter les prix parce que pour justifier le fait de rattraper du chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu gagner pendant presque un an de pandémie, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Qui va aller régulièrement au cinéma à 15 € la place? Ah oui, il y a des tarifs préférentiels, moins de 12 ans, personnes âgées, étudiants, etc. Ouais, sauf que ces prix-là, c'est des prix aussi qui vont augmenter, qui vont passer de 7, 8 à 9 €. Donc les cinémas aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont aller régulièrement voir des films, sauf que les gens vont retourner au cinéma, mais aller voir des gros blockbusters, uniquement. Le reste, ils iront le voir chez eux. Et j'ajouterais, parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire encore une fois de plus, qu'aujourd'hui, vous avez des générations de gens, des jeunes, des moins jeunes, qui se contentent très bien de voir leurs films sur leur tablette, comme sur leur téléphone. Et vous m'excuserez, mais à 4 €, 9 €, 12 €, 15 €, même 20 € d'abonnement par mois d'une plateforme streaming, ben vous amortissez largement votre investissement, que si vous alliez voir les films régulièrement au cinéma. Oui, il y a des formules, abonnements mensuels, etc. Sauf que ça aussi, le problème, c'est que ces fameux abonnements mensuels où vous payez une somme par mois et vous allez autant de fois au cinéma que vous voulez, c'est des formules qui vont de plus en plus être restrictives. Hein. C'est-à-dire que tôt ou tard, ces formules ne seront plus valides qu'en semaine et vous ne pourrez plus utiliser cet abonnement le week-end. Ça va venir. Ça va arriver, parce que de toute façon, les exploitants aujourd'hui perdent de l'argent avec ce procédé-là. Parce que leur idée, c'était de dire, oui, ben, si les gens vont plus souvent au cinéma avec ce genre de modèle, ils consommeront plus. Oui, sauf que le problème, c'est qu'ils se sont rendus que 70% des gens qui prenaient des abonnements, c'était des cinéphiles, et qui étaient là pour voir des films, et pas pour bouffer. Et pas pour acheter 50 € de popcorn. Logique. Donc très très vite, ça a été un petit peu la douche froide pour eux. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'en fait, alors je prends cet exemple, que c'est un exemple que je connais bien, mais je pense qu'on peut l'appliquer partout. C'est-à-dire que si avant Disney faisait des promos pour essayer d'attirer des gens, pour essayer de faire du chiffre, etc., ouais, il y a un moment donné où quand vous avez des gens qui ont 2-3 enfants, ça fait un week-end à pas moins de 1 000 €. Qui a 1 000 € à foutre dans un week-end chez Disney? Soyons clairs. Donc oui, il y a des gens qui vont y aller, mais ils vont y aller peut-être une fois tous les 10 ans, tous les 5 ans. Alors que les politiques commerciales de ces parcs tels que Disney, c'est de faire en sorte de faire venir les gens au moins 2 à 3 fois par an. 2 à 3 fois par an. On en est très loin. Parce que justement, l'argument de Walt Disney, c'était de dire on touche l'Europe, ou au moins tous les pays limitrophes de la France. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher à la fois les Belges, les Allemands, les Suisses, un peu les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Britanniques. Ouais. Sauf que si vous mettez un passeport vaccinal qui ne permettra pas aux gens de pouvoir repasser d'un pays à l'autre, même avec l'espace Schengen, ça va poser un problème. C'est-à-dire que finalement, on sent bien que le but du passeport, c'est d'absoudre la responsabilité politique, de lâcher un peu de lest dans nos sociétés, et puis de laisser finalement l'immunité collective s'opérer. En deçà, à l'inverse, aux États-Unis, ils le font parce qu'ils ont un avantage aux États-Unis. C'est qu'il y a au même près 70% de la population américaine qui sont des gamins, qui sont des abrutis. Abruti, je suis peut-être un petit peu excessif, mais je peux vous dire que ce que j'entends et ce que je lis de certaines personnes que je connais ici, je me garde de rétorquer ou je me garde de leur donner des arguments contradictoires parce que j'ai pas envie de les offusquer, j'ai pas envie de les blesser, j'ai pas envie de leur faire prendre conscience qu'ils sont cons, qu'ils se sont laissés endoctriner par des idées préconçues. Une amie récente vient de se plaindre parce que la maison de retraite où sa mère a été mise, ça fait depuis plusieurs mois qu'elle ne peut pas aller la voir parce que pour des raisons sanitaires, et vient d'être avertie qu'un cas de Covid a été découvert parmi le personnel de la maison de retraite. Et la seule remarque qu'elle a eu à me sortir,
C'est ouais, voilà l'irresponsabilité des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas été essayée de savoir d'ailleurs si peut-être cette personne était vaccinée. Or, si ma mémoire est bonne, normalement tous les centres qui font de l'assistance médicale ou les maisons de retraite, tous les personnels ont été obligatoirement vaccinés. Vu qu'il n'y a pas de visite de l'extérieur, donc c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui a amené le virus, donc c'est forcément quelqu'un qui a été vacciné. Mais non, on ne va pas chercher plus loin, certaines logiques d'esprit, le coupable c'est forcément quelqu'un qui n'a pas été vacciné, ou qui ne veut pas se faire vacciner. Voilà, c'est la déduction absolue, c'est la faute des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Quand vous avez ce genre de comportement, comment croyez-vous que ça va finir? Ça va finir que dans des familles, il va y avoir des déchirements. Ça va finir que dans des entreprises, il y a des gens qui vont se finir par se taper sur la gueule. Ça va finir qu'il y a des gens qui vont commencer à en avoir marre d'être pris pour cible, d'être des coupables des maux de la planète parce qu'ils ne se sont pas vaccinés. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une vengeance finalement du totalitarisme, du lobbying pharmaceutique mondial sur le fait qu'ils n'ont jamais réussi à imposer à quiconque de se faire vacciner de la grippe tous les ans. Voire d'autres vaccins. Donc voilà, je veux dire, ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir. Parce que très sincèrement, moi si on me pose la question, est-ce que tu vas te faire vacciner? Je veux dire, oui, je vais peut-être le faire. Parce que je n'ai pas de risque à proprement dit, même si j'ai un diabète. Mais en faisant attention, même sans être vacciné, pour l'instant, tout se passe bien. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens de mon entourage qui ont été vaccinés et qui, pour certains, ont des problèmes. J'ai même une amie qui était hyper contente de faire partager sur les réseaux sociaux qu'elle avait reçu sa deuxième dose de vaccin. Ouais, génial, tout. 2 jours après, on lui annonce qu'elle a le Covid et qu'il va falloir qu'elle aille aux urgences pour se faire soigner. Vous imaginez évidemment, pauvre de rire. Pauvre de rire. C'est que voilà, c'est pas une fin absolue. Sauf qu'on est en train de conditionner les Américains à ça. C'est la doctrine, hein. De toute façon, c'est très simple. Hein. Abrutissez un peuple et vous réussirez à lui faire glisser les plus gros mensonges de la planète. Je rappelle, aux États-Unis, on a quand même des gens qui croient que la Terre est plate. Hein. Vous rajoutez là-dessus la religion, toutes les idées suprématistes, etc. Ben voilà, vous avez un cocktail explosif, finalement. Et c'est ça qu'on a voulu essayer d'importer en Europe. Sauf qu'en Europe, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est différents pays, différentes nations, différentes histoires, différentes cultures, et de ce fait, c'est plus compliqué, plus difficile. Ça peut fonctionner sur des jeunes générations parce qu'on a plus ou moins globalisé les modèles de communication, les modèles médiatiques. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, le jeune français a, je dirais, les mêmes centres d'intérêt que le jeune allemand, que le jeune belge, que le jeune britannique, que le jeune espagnol, que le jeune italien, que même le jeune bulgare, hongrois, lettonien, estonien, je dirais même russe, que les gens de notre génération ou peut-être de votre génération. Donc nous, quand on aura disparu, ce sera cette génération-là qui va générer une autre génération, etc. Et vous avez une génération de moutons. Sauf que, là encore, ça ne fonctionne pas forcément. Parce qu'à terme, par l'Internet, tout du moins par la curiosité que peuvent avoir certains jeunes de se poser les bonnes questions et de trouver des bonnes réponses, eh bien, tout d'un coup, on se retrouve avec quand même des jeunes assez réfractaires. Des jeunes qui, tout d'un coup, redécouvrent l'essence même de l'authenticité, retrouvent l'essence même de la nature. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes des générations 90 qui ont réussi professionnellement, qui ont réussi à se construire un petit capital, un petit patrimoine, qui aujourd'hui sont en train de retourner dans les campagnes. Parce qu'ils se rendent compte que dans les campagnes, on vit mieux, au calme, avec la nature, qui plus est, apprendre de nouveaux métiers et perpétuer parfois même des traditions artisanales. Et bien ça, les mondialistes, ils n'aiment pas. Mais alors pas du tout.
C'est pour ça que, à un moment donné, il va falloir que les Français se réveillent en disant qu'il va falloir quitter l'Union européenne. Parce que si on reste dans l'Union européenne, il va y avoir un moment, un plan où il va falloir faire un génocide de tous ces jeunes en France et les ramener dans le corporatisme, les ramener dans une société de consommation, de dépendance. Il est là le plan. Comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, la France, elle est la cible première. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Belgique. Non. Quand on voit le travail qui est fait déjà dans ces pays-là, ils ne sont pas inquiétés. Peut-être les Italiens, qui sont encore un petit peu résistants. Mais la France, c'est le pays qu'il faut soumettre. Par tous les moyens. Et c'est la raison pour laquelle Macron a été mis au pouvoir. Je dis bien mis au pouvoir, avec la complicité politique et médiatique. Donc, voilà. Et cette stratégie, elle est déjà actuellement en train de se remettre en place. Pour vous obliger à voter Macron en 2022. Contre le parti de la haine. Contre l'extrême droite. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais si Marine Le Pen est le deuxième tour, c'est quoi la solution? Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Ou tout du moins, dans le modèle démocratique dans lequel vous vivez, on ne vous laissera pas de choix. On ne vous a pas laissé le choix en 2017, on ne vous l'a pas laissé en 2008 ou 2007, non 2012, pardon. Je veux dire, quand on voit en 2008, Hollande, président de la République, déjà, je veux dire, il fallait déjà se dire, oula, il y a un truc qui ne va plus là. On a cassé, la République elle est cassée là. C'est pas possible. Et bien avec le pass sanitaire, c'est le consentement, non pas du peuple, hein. Le peuple, ils en ont rien à branler du peuple. La preuve, hein, on a vu ce qui s'est passé le 1er mai. Le petit peuple contestataire, mais encadré, docile, contrôlable, etc., il a le droit de manifester. Par contre, le peuple réfractaire, révolutionnaire, contestataire, en colère, etc., et non malléable, non manipulable, lui, il en est pris plein la gueule. Mais c'est la représentation. Aujourd'hui, les mondialistes jouent sur les représentations nationales, sur les parlements. Il est là le lobbying. Donc si vous ne voulez pas voter pour Marine Le Pen ni pour Macron, bah, excusez-moi du peu, il n'y a que deux solutions. C'est soit vous ne votez pas, faites partie de l'abstention, et au moins vous aurez la fierté d'être en cohérence avec vos idées. Mais en effet, dans ce cas-là, bah, vous laissez les autres mettre en place les gens qui veulent, que vous ne voulez pas, et que d'ailleurs une majorité de Français ne veut pas. Mais dans ce cas-là, il faut comprendre que la démocratie, elle est cassée, qu'elle ne fonctionne plus. Puisque vous n'avez pas le choix. Puisqu'on ne vous laissera pas le choix. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres candidats. Ben oui, il y a d'autres candidats, mais pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas? Non mais qu'on soit bien clair. Ils ne montent pas, pourquoi? Parce que les gens qui sont encore dans la dogmatique et dans le conditionnement, dans le lavage de cerveau, de voter parce que c'est la démocratie, ben ces gens-là vont continuer à voter, non pas pour un candidat, mais contre un candidat. Et la stratégie de 2017 va se reproduire en 2022. Alors, de là à ce que ça soit Macron au deuxième tour, j'en sais rien, peut-être, qui sait. Je ne suis pas certain aujourd'hui que l'État profond américain et aussi que les mondialistes de coulisses de la Commission européenne veulent Macron pour un deuxième mandat. À mon avis, ils veulent quelqu'un d'autre. Sauf que pour l'instant, on ne sait pas qui. Qui pourrait remplacer Macron? Ben, il n'y en a pas. Il y en a bien quelques-uns, mais ils ne veulent pas y aller. Donc, on va se contenter de continuer avec le même. Sauf qu'il va falloir lui mettre plus de laisse. Il va falloir mettre plus de verrous. Si tant est que la France n'explose pas d'ici là. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui crient au blasphème avec cette fameuse tribune des généraux, etc. J'ai quand même eu, alors je ne sais plus dans quelle émission c'est, mais il y a quand même quelqu'un qui a quand même dit une chose qui était tout à fait sensée, c'est que, vous savez,
s'il y a des gens qui veulent faire une révolution, s'il y a des gens qui veulent faire même un coup d'État, ben ils ne vont pas le dire à la télévision. Ils ne vont pas l'écrire dans des tribunes. Je dirais même qu'ils vont s'éloigner, voire même fuir les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ils vont rester discrets. Ils vont rester dans le secret. Ils vont en parler à très peu de gens. Je dirais même qu'il y a des gens sur lesquels ils vont compter, mais dont ils ne diront jamais que c'est pour faire un coup d'État ou une révolution. C'est ça le risque. C'est pas ceux qui se passent à la télé ou sur YouTube qui font des vidéos, ouais, il faut faire la révolution, rendez-vous le 14 juillet 2021 sur la place de la République, nous allons faire la révolution. Non, 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 non. Ne soyez pas idiots à ce point de croire ces gens-là. C'est des ersatz, c'est des manipulateurs, c'est des guignols. C'est des gens qui croient peut-être réussir à exister, à faire le buzz, pour ensuite rentrer dans le modèle démocratique et abandonner l'idée de base. C'est des gens qui essaient de se faire connaître, de se faire un nom dans l'opinion. C'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, il n'y en a qu'un seul qui veut sortir de l'Union européenne et qui reste sur sa position, c'est Asselineau. C'est le seul. Mais encore, qui va voter Asselineau aujourd'hui? C'est ça le truc. Il faut faire la part des choses. Et le fait qu'aujourd'hui vous ayez l'Assemblée nationale qui ait voté pour le pass, alors pour l'instant, je le répète, pour uniquement les événements de plus de 1000 personnes, le texte est toujours en lecture et en approbation de l'Assemblée nationale, c'est la preuve qu'ils ont bien décidé de toute façon à vous mettre sous cloche et vous obliger à faire ce qu'ils ont décidé de vous faire faire. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous rappelle, la vidéo FAQ, la dernière vidéo, il y a certains d'entre vous qui ont posé des questions, j'y répondrai donc dans cette vidéo FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les dans ces commentaires, et je pense que la prochaine vidéo sera la vidéo FAQ, donc n'hésitez pas, allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre au mieux de mes compétences et de mes connaissances. D'ici là, portez-vous bien.